Bonsoir. Genève. Genève. Oui, c'est en 2006, monsieur l'ambassadeur, que j'ai soutenu ma thèse de doctorat à Genève. On a beaucoup de liens, moi, mon épouse, mes enfants, avec Genève. Mais je veux commencer par vous remercier. Merci de l'honneur de nous avoir avec vous, d'avoir partagé des commentaires importants. C'est une intersection dans l'histoire que nous vivons. Qu'est-ce qui va se passer pendant l'année qui va suivre, pendant les années qui vont suivre, je ne sais pas. Mon ami Lafitte parlait d'un pavé. En nous quittant, vous serez un peu plus lourd. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais vous offrir une copie de la thèse de doctorat, du pavé, en vous remerciant encore une fois, monsieur l'ambassadeur. C'est beaucoup. Merci. Si vous en avez deux, c'est bon pour les exercices le matin. Vous savez, j'ai une passion pour Jérusalem. Une vraie passion. C'est profond ce que je ressens pour cette ville. Mais j'ai aussi une passion pour les montagnes genevoises, les environs. J'ai une passion pour la fondue au fromage suisse. La recette de Genève. Des fois, j'ai tellement fait de visites à Genève que peut-être je me posais la question, est-ce que c'est vraiment ma passion pour Jérusalem ou c'est la fondue au fromage qui me ramène dans cette ville? Merci encore, monsieur l'ambassadeur. Et je veux remercier l'équipe qui a organisé cette conférence. C'est jamais facile. Docteur Nathalie Steiner et Collet et docteur Jean-François Collet, est-ce que vous pourriez me permettre de vous saluer et de vous remercier, s'il vous plaît. Olivier Pascal, que vous connaissez déjà. Merci Olivier. Laurent Favre. Laurent Favre. Est-ce qu'il est avec nous, Laurent? Oui. Merci Laurent. Et merci Jean-Louis. Vous savez, si vous voulez être expert, être maître dans un domaine, avoir la réputation d'avoir des grandes connaissances, il ne faut pas choisir Jérusalem comme sujet. Jamais je pensais que, quand j'ai décidé de choisir les aspects juridiques de la question de Jérusalem, jamais je pensais que ça me prendrait au-delà de 20 ans. Jamais je pensais que le résultat, ça serait au-delà de 1200 pages. Des fois, ça va le poids de 12 000 pages, 3200 notes. Et je dois remercier ce soir mon directeur de thèse, le professeur Marcelo Cohen, de l'Institut de hautes études internationales. Quelques mots concernant cet institut. Mon épouse Rani et moi, nous étions étudiants là, il y a une quarantaine d'années. On a débuté des études approfondies là, et premières années de notre mariage. Et je dois vous dire que si vous voulez poursuivre une œuvre comme celle-ci, si vous voulez travailler dans ce domaine, il ne faut pas le faire sans le soutien de votre famille. J'ai avec moi ce soir mon épouse Rani, que je remercie encore une fois. Rani, s'il vous plaît. C'est mon épouse, c'est pas ma fille. Et j'ai également avec moi 3 de mes 4 filles, Davina, Shaloma, Adriela, qui sont tous les 3 étudiantes à l'Institut de hautes études internationales. Les parents de Rani étaient diplomates de Genève il y a longtemps, et elle est venue comme petite fille étudiante à l'école Sécheron, pas très loin d'ici. Ensuite, Jacques et Rani, maintenant les 3 filles et la 4e qui est à Toronto. Et jamais, jamais, j'aurais pu continuer ces travaux sans le soutien de ma famille. Alors merci encore. Maintenant,
Vous savez, j'ai eu l'occasion de présenter mes conclusions à Bruxelles devant le Parlement, à Londres devant le Parlement, à Washington, le Congrès, le Parlement hollandais, il n'y a pas très longtemps, monsieur l'ambassadeur, au Japon, avec votre collègue, avec qui j'ai eu des discussions très intéressantes. Et c'est intéressant d'apprendre pour lui et pour d'autres que les Japonais étaient une des 5 grandes puissances qui ont pris les décisions dont je vous parle ce soir. Alors lui voyageait en Israël avec le ministre des Affaires extérieures japonais. Quelques jours plus tard, il était armé de ma thèse. Et ils ont eu des discussions très intéressantes. On s'est reparlé après. C'est un défi d'essayer de faire un sommaire d'un tel document en très peu de temps. C'est presque un miracle qu'il me faut. Mais je vais commencer. Vous savez, quand on fait cette recherche, on trouve beaucoup de livres, beaucoup d'articles, des fois sur les questions historiques, questions religieuses, questions d'archéologie, de Sciences Po. C'est vraiment la mer à boire quand on commence la recherche. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a tant de conclusions qui sont contradictoires avec les autres. Alors après quelques années de recherche, on arrive à cette conclusion, mais quelqu'un fait une erreur ici. On ne peut pas avoir 12 conclusions différentes. C'est une question qui est tellement compliquée à cause du nombre de faits, d'événements historiques qu'il faut prendre en compte pour arriver à la bonne conclusion. Si vous êtes juge, si vous êtes membre d'un tribunal, ou si vous êtes dans un bureau, vous devez prendre une décision, et on vous donne la moitié des faits, il est probable que ça ne sera pas la bonne décision. Alors, quels sont les faits importants? Moi, je suis juriste, avocat international. Ce que je fais, c'est j'étais à la recherche de la réponse d'une question. Qui a le droit à la souveraineté? Souveraineté, c'est une question de souveraineté sur la ville de Jérusalem. Qui a ces droits? Il y a une différence entre ce qui est politique et cet aspect juridique. Je suis à la recherche d'une question du lex lata. Quelle est la réponse juridiquement? Ce qui n'est pas toujours égal à la réponse à la question qu'est-ce que ça devrait être? Et je vous dis qu'après 20 ans de recherche, j'ai trouvé la réponse. Ce n'était pas évident. Et si vous avez fait de la recherche, vous avez écrit quelque chose et vous êtes trompé, ben je comprends. Parce qu'après une dizaine d'années, moi, je n'avais pas la bonne réponse. Commençons avec quelques commentaires importants à cause de la confusion concernant la ligne verte. La ligne verte, considérée presque sacrée dans les résolutions des Nations Unies, dans les articles que j'ai mentionnés tout à l'heure, dans les livres, partout. Mais c'est quoi la ligne verte? Très important de comprendre cela. La ligne verte, ce n'est qu'une ligne de démarcation d'armistice. C'est important parce que quand on parle d'une division, d'un partage de Jérusalem entre Israël et les Palestiniens, on suggère que ça doit être les lignes de 1967, c'est-à-dire la ligne verte. C'est quoi donc la ligne verte? Je mets mon chapeau d'avocat. Il y a eu plusieurs conventions d'armistice. Par exemple, celle de mars 1949 entre Israël et le Liban. La partie qui est en rouge. Aucune disposition du présent accord ne porte en rien atteinte aux droits, revendications, positions de chacune des deux parties dans le règlement pacifique et final de la question palestinienne. Les dispositions du présent accord étant dictées exclusivement par des considérations militaires. Si vous trouvez un bon bouquin de droit international, il y a un chapitre sur le droit de la guerre, puis un autre chapitre concernant
les questions de souveraineté. Ça tombe sous le droit de la guerre. Maintenant, entre la Jordanie, c'était pas encore la Jordanie, c'était Transjordanie à l'époque, et Israël, en date du mois d'avril 1949, c'est d'ailleurs la ligne qui coupe Jérusalem, regardez encore une fois. Rien, aucune des dispositions du présent accord ne portant en rien atteinte aux droits, revendications et positions de ci ou l'autre partie. Il ne faut pas aller prendre une licence en droit pour comprendre ces quelques paroles. Ce que ça veut dire, c'est que pour essayer d'encourager les partis qui se bagarrent, d'arrêter, on veut qu'ils signent un accord d'armistice. Mais on veut leur dire en même temps, ne vous inquiétez pas. Si vous signez cet accord d'armistice, ça ne veut pas dire... Il y a des obligations concernant où vous devez aller ou ce que vous ne devez pas faire, des considérations militaires. Mais au point de vue de souveraineté, pas de souci. On ne va pas revenir vous voir plus tard pour vous dire, ben nanana, vous avez signé ça, il faut respecter. Et encore une fois, cette fois-ci, avec la Syrie, c'est clair. Rien ne doit être interprété comme ayant rapport quelconque à l'ultime arrangement territoriaux affectant les deux parties en présent. Mais écoutez, comment ça se fait qu'on ne fait que mentionner les lignes de 67, même ça va être mentionné de nouveau devant l'Assemblée générale, monsieur l'ambassadeur, dans quelques semaines. La ligne verte, la ligne verte, la ligne verte. Si on utilise la ligne verte pour partager Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, tous les petits cercles bleus, ça c'est des communautés, des banlieues de Jérusalem, pas des banlieues, mais des parties de Jérusalem qui sont juives. Il y en a des centaines de milliers de juifs qui habitent du côté est de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est des colons illégaux, c'est des voleurs, c'est des hors-la-loi. Et on me dit, mais Maître Gauthier, c'est des questions politiques, ça, c'est pas des questions de droit. Mais je m'excuse, non, non. Si on me traite de voleur, si on me traite d'hors-la-loi, et en vérité, j'ai le droit d'être là, la question, l'aspect juridique devient important quand même. Et voilà ce qui se passe si on utilise la ligne verte, considérée comme sacrée par tant de nations, tant de chefs d'État, membres des États-Unis, des Nations Unies. En jaune, c'est tout ce qui reste de Jérusalem pour les Juifs, pour l'État juif. En vert, c'est ce qu'on trouve, qui devient la capitale palestinienne si on utilise la ligne verte, et tout ce qui est plus pâle autour, c'est l'État palestinien proposé. En orange, c'est le reste de l'État israélien qui est à côté de Jérusalem. Quand je présente ça dans des parlements, j'ai tellement eu l'occasion de présenter tout ça, on me répond, ah ben on n'avait pas tout à fait compris. On ne réalisait pas que les conséquences seraient comme ça. Mais je vais plus loin. Vous vous rendez compte que le petit cercle qu'on voit mieux en jaune ici, ça c'est la vieille ville. Et quand vous regardez le titre de ma thèse, je souligne l'importance de la vieille ville. Pourquoi? Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Pourquoi la vieille ville est si importante? Parce que jusqu'au XIXe siècle, même vers la fin du XIXe siècle, Jérusalem, c'était la vieille ville. Regardez, 1er siècle, ensuite après la reconstruction par les Romains. 12e siècle, période des croisés. C'est quoi Jérusalem? C'est les mêmes configurations, c'est la vieille ville d'aujourd'hui. Et regardez, ça c'est dans un livre français, Plan de Jérusalem, 19e siècle, il n'y a rien à l'extérieur des livres. Quelqu'un qui fait un dessin
au XIXe siècle de Jérusalem. Il exagère peut-être un petit peu, il y a peut-être des petites choses ici et là, mais il n'y a rien à l'extérieur dans ce dessin, à l'extérieur des murs. Pourquoi je vous souligne ça? Parce que ceux qui prétendent qu'on peut trouver une solution faisant un partage de Jérusalem en donnant aux Arabes palestiniens un petit quartier pas trop, où il y a beaucoup d'Arabes, mais ils rêvent en couleur. Le vrai Jérusalem, pour les Juifs, pour les Arabes, c'est la vieille ville. Maintenant, l'analyse. Recherche à la réponse à la question « Qui a reçu les droits ?» Je commence avec Theodor Herzl. Un homme assez extraordinaire qui, comme vous le savez, beaucoup d'entre vous avaient été témoins au procès de Dreyfus en France. Et lui était d'une famille confortable. Il était journaliste, la vie était assez belle. Et il était parmi ceux pendant longtemps qui croyaient que si on était juif et on contribuait à la société, on était gentil, on ne faisait pas de choses méchantes, on serait accepté. Mais tout d'un coup, voilà le militaire Dreyfus, qu'on accuse d'être un traître. C'était tout fabriqué. Et il ne pouvait pas croire la réaction des journaux français qui étaient remplis de haine envers les Juifs. Et c'est là où tout d'un coup il a composé sa thèse publiée en 1896, où il disait « Il n'y en a qu'une réponse au problème des Juifs. La seule solution, c'est la création d'un État pour nous. » Dans son discours en 1897, parce que sa thèse, vous savez, elle était toute petite. Il est devenu docteur avec une toute petite thèse. Et moi, je suis un peu jaloux. La mienne est toute grosse. Et je suis devenu docteur. À la sienne, il était comme ça, puis il est devenu docteur. C'est pas juste. Mais, enfin, ce qu'il a fait, c'était pas tellement la thèse. Franchement. Parce qu'il y avait d'autres avant lui, Hess avec Rome and Jerusalem, Pinsker, Auto-Emancipation et d'autres, qui avaient mieux décrit, à mon avis, cette vision d'un État juif comme solution d'une manière beaucoup plus intéressante que Herzl. Mais ce qui a tout changé grâce à lui, c'est le congrès de Bâle de 1897, pas trop loin d'ici, où nous avons organisé une conférence en 2011, très importante. Voilà ce qu'il disait, Théodore, au début, dans son premier discours. Nous nous sentons assaillis de toutes parts par l'ancienne haine. Sur un point, nous serons inflexibles. Nous voulons comme base un régime de droit et non de tolérance. Nous en avons assez des régimes de tolérance et de protection, toujours révocable. Qu'est-ce qu'il voulait? Un État où les Juifs auraient vraiment des droits reconnus en droit international. Il a participé à 6 congrès jusqu'à 1903 et décédé en 1904, âge de 44 ans, tout jeune. Je suis convaincu que le fardeau qu'il portait a contribué à sa mort très jeune. En 1901, cette fois encore à Bâle, au mois de décembre, encore discours d'ouverture au Congrès, il parle encore des malheurs des Juifs. Il explique que ces masses errantes sont sans cesse en marche d'une misère à l'autre, que leur malheur doit être grand qui les pousse à ces migrations désespérées et ne mène qu'à des misères nouvelles. Mais à ce moment-là, il ressent que les choses progressent un petit peu.
Ce qu'il constatait, c'est l'injustice. Et il est impossible de faire la recherche que j'ai faite, de lire l'histoire que j'ai lue sur les siècles d'injustice, d'oppression, de répression, de souffrance et de malheur qui ont fait face aux Juifs, sans arriver à la conclusion qu'il fallait faire quelque chose. Je ne suis pas juif. Je m'intéresse à la justice. Je m'intéresse aux droits humanitaires. Et je ne peux pas comprendre pourquoi les nations qui ont pris des bonnes décisions courageuses et morales à l'époque dont je vais vous parler ont maintenant tout oublié. Et ça, c'est avant les tragédies de la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, ça a poussé Herzl à poursuivre les droits du peuple juif. Il avait une foi extraordinaire concernant une solution, l'État juif. Je passe rapidement sur ça, mais c'est à ce congrès que la notion, le foyer national juif, ces expressions ont été créées. Et c'était un ami conseiller de Herzl, du nom de Max Nordau, qui a conçu cette expression. Et il explique que c'est parce qu'à l'époque, c'était quand même les Turcs qui étaient souverains en 1897 et qu'il ne fallait pas marcher sur les orteils trop des Turcs. Mais il est clair, quand on lit ce qu'il a préparé à l'époque, que ça voulait dire un État juif. Avant de continuer concernant ce qui se passe ensuite, je veux aussi souligner le fait qu'en 1915, il y a eu des lettres échangées entre des diplomates britanniques et les Arabes. La guerre est commencée. On essaie d'encourager les Arabes à soutenir les Alliés contre les Allemands et les Turcs et les autres. Et des promesses sont faites qui, ça c'est en 1915, avant 1916, où ces promesses sont faites de soutenir les réclamations concernant un État indépendant arabe si la guerre est gagnée. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en 1916, un diplomate anglais et un Français se rencontrent et signent ce qu'on appelle l'accord Sykes-Picot, dans lequel on se met d'accord de partager le Moyen-Orient en plusieurs zones. Et certaines zones seraient sous le contrôle britannique, d'autres sur le contrôle des Français, et ça comprend aussi la Russie et l'Italie avaient participé à ces discussions. Pas un mot mentionné de cet accord aux Arabes et aux Juifs. On arrive maintenant en 1917. Je vous ai mentionné que Theodor Herzl est décédé en 1904. Celui qui prend la relève, c'est Chaim Weizmann. Un type absolument extraordinaire. Il a fait de très bonnes études à l'université de Genève. Il a rencontré son épouse à l'université de Genève. Une de mes filles vient de rencontrer quelqu'un à l'institut. Ils sont maintenant fiancés. Une ville fertile, Genève. Je continue. La déclaration Balfour, en plein milieu de la guerre. C'est grâce aux liens spéciaux de Balfour avec plusieurs chefs politiques britanniques que Balfour, qui fait cela pour le cabinet, pour le gouvernement britannique, fait une promesse pour l'Angleterre de soutenir, d'embrasser cette vision qui est sortie des congrès à Bâle et des autres congrès organisés par Herzl, d'établir un foyer national pour le peuple juif en Palestine. Alors voilà une autre question qui cause beaucoup de confusion. Combien de fois j'ai lu ceux qui disaient « Ah, le fondement des droits des Juifs, le droit d'Israël aujourd'hui, c'est la déclaration Balfour ». Mais non,
C'est un État, l'Empire britannique, qui était très puissant, qui était en plein milieu de la guerre en 1917. À cette époque, c'était les Turcs qui contrôlaient encore la région. Donc, ils n'avaient aucun droit de donner à d'autres des droits. Mais c'était quand même une promesse très importante du point de vue politique qui a beaucoup encouragé le mouvement sioniste. Mais ce n'est pas la source des droits que je cherche. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ces détails, mais c'est expliqué ici qu'il y avait plusieurs raisons pour le soutien des Britanniques. En partie, c'était la sympathie pour le peuple juif, pour des raisons que j'ai mentionnées plus tôt, mais aussi c'était une mesure de guerre. On voulait essayer d'encourager les Juifs américains à pousser le gouvernement américain à se joindre aux Alliés. C'est un autre commentaire, je ne vais pas passer de temps là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que la déclaration Balfour était opposée par beaucoup de Juifs européens. Et il y avait des raisons pour ça. Ils avaient peur que si jamais ils embrassaient cette vision, on croit qu'ils avaient perdu leur qualité en tant que citoyens français ou anglais. Les Juifs, malheureusement, sont souvent divisés. Et ce n'est pas le bon moment d'être divisé, parce que ceux qui veulent s'emparer de Jérusalem deviennent de plus en plus unis. Alors le moment important dans l'histoire, c'est quoi? C'est où? C'est Paris en 1919. On parle souvent du traité de Versailles, ce qui a été signé au palais de Versailles. Mais tout ce qui était important, ça s'est passé au Quai d'Orsay. Pendant presque 6 mois, c'est là où les uns et les autres, les vaincus, ont présenté leurs réclamations, les vainqueurs ont écouté et ont présenté leurs réponses, et c'est là où le représentant des Arabes, Faisal, a présenté les réclamations arabes. Et c'est là où le représentant du mouvement zioniste, Chaim Weizmann, a présenté, vous avez les dates ici, présenté les siennes. Voilà ce qu'il voulait. Il voulait, premièrement, tous les deux, les Arabes et les Juifs, reconnaissance qu'ils avaient le droit de présenter leurs réclamations. En anglais, they wanted legal standing. N'importe qui ne pouvait pas se présenter devant les grandes puissances. Eux voulaient qu'on réponde oui à leur demande de reconnaissance qu'ils avaient le droit de présenter des réclamations. Deuxièmement, leurs réclamations. Pour les Juifs, ce qui était important, c'était demande de reconnaissance de leur lien historique avec la Palestine, écoutez bien, et le droit de reconstituer ce qu'ils avaient auparavant. Ce qui est important ici en tant que juriste, c'est qu'on va souvent devant un tribunal. Si on présente à des juges notre position, ça ne vaut rien du point de vue juridique jusqu'au moment où le juge vous répond et dit « D'accord, je reconnais votre position, j'accepte vos revendications. » Mais ça ne peut pas être n'importe qui vous répond. Voici les petites notes. Vous savez que j'aime bien les notes quand j'écris des choses. J'ai présenté mes conclusions partout au monde. Première fois ce soir, je présente tout ça en français. Donc il a fallu tout refaire, mon PowerPoint, mes images, et il y a quelques textes qui ne sont pas encore traduits, mais l'important c'est ce que je viens de vous dire, ce que je recherchais, les Juifs. Et le territoire qu'ils réclamaient, intéressant, ça correspondait au territoire divisé entre les 12 tribus juives il y a longtemps. Il y en avait 2,5 de l'autre côté de la rivière. Alors voilà la carte qui a été présentée à Paris. Et vous savez, on oublie tant de choses.
Vous ne réalisez pas qu'il y avait un accord entre Faisal et Wiseman. Ils se sont rencontrés avant le début de la conférence. Et ils ont signé un accord selon lequel l'un a dit à l'autre « Je soutiens tes réclamations et toi tu soutiens les miennes. Tu veux un foyer national, on veut un foyer national. » Accord signé. Et plus tard, quelqu'un a dit « Mais Faisal a dû se tromper. Comment pourrait-il soutenir ces revendications juives ?» Alors, il y avait un grand juriste américain qui est devenu membre de la Cour suprême là-bas, Felix Frankfurter, qui a écrit à Faisal en lui demandant « Écoutez, on a un peu de confusion, on a lu quelques articles dans des journaux, est-ce que l'accord était bien un accord ?» Faisal écrit, répond à Frankfurter et souligne à quel point, regardez, that the countries in which we are mutually interested may once again take their places in the community of civilized peoples of the world. C'est clair. Faisal avait bien compris ce qu'il soutenait. Il y avait des alliés, ils étaient nombreux les alliés, mais il y avait seulement 5 qu'on considérait les grandes puissances. Les Américains, les Anglais, les Français, les Italiens, les Japonais. Ici, vous avez les 4 personnages principaux. Wilson, Lord George, Orlando et Clemenceau. Les chefs qui étaient à Paris continuellement pendant la conférence de paix. Voici une experte qui dit que la victoire ayant donné aux puissances alliées à la fois le droit et le devoir de répondre aux exigences de la situation internationale, non seulement l'établissement de leur autorité, mais encore la confusion de tous les pouvoirs en leurs mains se trouve légitimée. Ça, c'est très très important. En anglais, after the defeat of the Central Powers, the leading victor states assumed the power of disposition to be exercised jointly over the territory of the defeated states. Pourquoi c'est important ça? En latin, on dit nemotat quod non habet. On ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qui ne nous appartient pas. Dans une étude des sources des droits, que ce soit pour les Juifs ou pour les Arabes, si ces grandes puissances n'avaient pas de droits, ils ne pouvaient pas donner de droits. Regardez ce qui se passe à Paris. Ici, c'est la Hongrie. Ce que je veux vous souligner, c'est le fait que l'État perdant, la nation qui est vaincue, donne des droits sur certains territoires à qui? 5 nations. Traité de Versailles. Qui reçoit les droits? Les principales puissances alliées, c'est-à-dire les 5 nations. Traité de Neuilly. Qui reçoit les droits? Les mêmes 5 nations. Vous allez voir comme ça devient important, ça, dans quelques minutes. Et vous savez, ce n'était pas évident de trouver tout ça. C'est comme un grand puzzle, avec beaucoup de pièces. Puis on met quelques pièces ici, quelques pièces là, puis on ne comprend pas, on ne voit pas d'image. Mais finalement, les pièces, j'ai pu les mettre ensemble. Regardez ce qu'ils ont fait avec l'Europe, les grandes puissances. Tous les territoires qui ont été transférés suite aux décisions des grandes puissances. Et personne n'a pu. Beaucoup ont dit que c'était des mauvaises décisions. Beaucoup ont suggéré même que c'est parmi les causes de la Deuxième Guerre mondiale, ces décisions. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que c'était des bonnes décisions. Mais c'était des décisions avec vigueur juridiquement. Une autre pierre angulaire, c'est la décision prise à Paris par les grandes puissances de créer la Société des Nations. Et dans le pacte de la Société des Nations, qui est attaché au traité de Versailles et d'autres traités aussi, on retrouve l'article 22. C'est une pierre angulaire, encore une fois. C'est dans cet article qu'on crée ce système de mandat pour le bien-être et le développement de ces peuples qui forment une mission sacrée de civilisation. A sacred mission for mankind. Et moi, je suis là pour vous dire aujourd'hui
qu'il est impossible d'arriver à une conclusion après les recherches que j'ai faites sans pouvoir vous dire que c'est encore important, cette clause. Que notre civilisation a toujours cette mission sacrée envers le peuple juif parce que c'est le seul, parmi tous ceux qui ont reçu des droits, qui ne peut pas encore jouir de ce qu'on leur a donné. Donné où? Donné quand? La ville de San Remo, en Italie, juste à côté de Monaco. C'est beau là-bas. Je le sais parce que j'y étais, avec mon épouse et une de mes filles. On y a été pour découvrir cette villa, la villa de Vachon. La voilà en 1919 et la voilà en 2012, photo prise par Jacques Gauthier. C'est un condo luxueux. Et on a pu louer un des condos là où la porte est ouverte. Et comme par hasard, c'était la salle où les grandes puissances ont discuté de la question du Moyen-Orient. Et pendant que j'étais là, il y avait une dame qui m'a invité, une vieille dame qui m'a invité à prendre le thé. Je préfère le café, mais ce jour-là, j'ai bu du thé. Et elle m'a offert une enveloppe remplie, monsieur l'ambassadeur, de photos que personne n'avait jamais vues des chefs d'État des grandes puissances. Regardez, Lloyd George, les autres, mois d'avril. Et les voilà. Ça m'a pris un petit bout de temps, mais j'ai pu encore mettre des pièces du puzzle ensemble pour savoir qui était qui. C'était pas évident au début. Et les voilà. J'ai retrouvé les comptes rendus, the minutes, de cette réunion, qui me dit exactement ce qui s'est passé. Les chefs militaires, vous en reconnaissez peut-être un ou deux. C'est à la conférence de San Remo que les grandes puissances alliées ont décidé d'attribuer à la déclaration Balfour la force de loi internationale. Les grandes puissances qui avaient reçu les droits, et je vais vous montrer où, des Turcs concernant le territoire, donc ils peuvent donner ensemble à quelqu'un d'autre ses droits, que ce soit des Arabes ou des Juifs, ont pris la décision. C'est le 25 avril 1920, et c'est tellement une résolution importante que je n'ai pas osé essayer de la traduire, où ils prennent la déclaration Balfour et décident de lui donner force de loi internationale. Et c'est au même moment qu'ils décident de dire oui aux Juifs concernant reconnaissance en tant que peuple qui peut faire des réclamations, et deuxièmement, le droit de reconstituer leur foyer national sur la base des liens historiques. Et c'est là où ils décident de dire aux Arabes, vous savez que les Arabes, la moitié se sont battus pour les Alliés et l'autre moitié se battait pour les Turcs. Malgré ça, on a apprécié les efforts d'une famille particulièrement, la famille de Hussein, de Faisal, et on a dit oui, on reconnaît que vous êtes un peuple qui a des droits, et on reconnaît on accepte votre demande d'avoir un État indépendant. La décision est prise. Wiseman était là, il était tellement épaté, tellement ravi de ce qu'on a décidé à San Remo qu'il dit, je le lis en anglais, it's no exaggeration to say, the most momentous political event in our whole history of the movement, and no exaggeration to say in the whole history of our people since the exile. Vous vous rendez compte, monsieur l'ambassadeur, moi qui ai eu parfois l'occasion, comme à Jérusalem il n'y a pas longtemps, de présenter ça, et c'est un peu surprenant le nombre de savants juifs qui ne connaissent pas l'histoire de San Remo, l'importance de cette décision, de cette conférence. Mais ils ne sont pas les seuls. C'est ça que j'essaie de changer. Traité de Sèvres, pas longtemps après San Remo. Encore une fois, regardez
Cette fois-ci, on ne mentionne pas les États-Unis parce qu'il y avait des désaccords entre les 5 puissances et les États-Unis ont signé un traité séparément. Dans le traité de paix avec les Turcs, on mentionne la déclaration Balfour du 2 novembre 1917. Et the establishment of in Palestine of a national home for the Jewish people. Ensuite, pour encore une fois vous donner la preuve de l'importance de ce qui s'est passé à San Remo, 3 traités. Un traité, une convention qui s'appelle le mandat sur la Palestine. Regardez celui-là. Voici l'article important qui souligne le but de ce mandat. Le but de ce mandat, c'est de créer un foyer national juif. Il n'y a pas de mention d'arabe, mais on donne des droits aux autres qui habitent en Palestine, le droit d'avoir la protection pour tout ce qui touche aux droits civils et droits religieux. Mais pour le politique, pour la souveraineté, les droits sont donnés au peuple juif. Ce que souligne dans sa thèse Stoyanovsky, dans la théorie des mandats internationaux, c'est que le résultat, c'est que le peuple juif vivant dans tous les coins du monde devient virtuellement habitant de la Palestine. Quelque chose d'extraordinaire du point de vue juridique qui a été créé à ce moment-là. Les paroles d'un prêtre catholique, plus tard, mais il souligne que ce qui s'est passé à San Remo, ce qui s'est passé avec les traités qu'on a préparés, ce n'est pas l'Angleterre qui s'était fixé cela. Ça a été reçu de la communauté humaine, au nom de la civilisation universelle, comme une impérative de la conscience du genre humain. Permettez-moi de souligner, on fait face aujourd'hui à une situation où on veut non seulement partager Jérusalem, mais on veut partager Jérusalem selon les lignes de 67, qui sont vraiment les lignes de 49, qui sont vraiment des lignes d'armistice sans conséquence. On veut retirer au peuple juif l'entièreté de la vieille ville, dans ce cas-là, qui est le centre de leur religion, qui est le centre de leur histoire. Le mandat qui découle de la conférence de San Remo, le mandat sur le Liban et la Syrie, encore une fois, là c'est clair que cette fois-ci, c'est pour qui? C'est pour ceux qui habitent ce pays. Pas de mention de juifs, pas de mention d'autres, c'est pour eux. Pareillement pour le mandat sur la Mésopotamie, l'Irak. En anglais, j'ai mis les 3 ensemble pour bien comparer. C'est tellement clair. It's black and red. Dans 2 des traités, c'est pour les Arabes. Dans l'autre, c'est pour les Juifs. Voilà. Résultat, un énorme territoire est donné aux Arabes, divisé entre le mandat pour les Français sur la Syrie Liban et le mandat pour la Mésopotamie, l'Irak, pour les Anglais, c'est pour les Arabes. La Palestine, c'est pour les Juifs. Vous n'avez qu'à lire les clauses du mandat sur la Palestine. Mais, 1921, les Français qui, après San Remo, ont envoyé leur armée en Syrie, ont fait une erreur assez grave. Ils ont mis Faisal à la porte à ce moment-là, et résultat, il y a une crise, les Arabes sont fâchés, Churchill organise un congrès au Caire en mars 1921, essaye de trouver une solution pour éviter la guerre. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend la plus grande partie de la Palestine, 77% de la Palestine est à ce moment-là donnée aux frères de Faisal, Abdullah, donc ça devient un territoire arabe,
Et quand vous regardez les documents du département des Affaires extérieures, vous allez voir que c'est clair que ça s'appelait à l'époque la Palestine de l'Est. Donc les Arabes de Palestine ont un État, même si c'est géré par une tribu qui venait de l'Arabie saoudite, qui n'était pas l'Arabie saoudite, qui était l'Arabie à l'époque. Voici une des sections d'un communiqué du département anglais qui démontre bien que ce qu'on vient de donner aux Arabes, ça faisait partie de la Palestine. Aujourd'hui, Israël, les Juifs, essayent de préserver ce qui est du côté ouest de la rivière. Malgré le fait que Faisal et sa famille, avant d'obtenir les droits sur la Transjordanie, qui faisait partie de la Palestine, avaient promis que si on leur donnait certaines choses, donc l'Irak, Transjordan, la Transjordanie et puis quelque chose d'autre, ils abandonnaient toutes leurs revendications concernant la Palestine. Noir et blanc. Ensuite, c'est le traité de Lausanne qui confirme, parce que le régime turc avait refusé de signer le traité de Sèvres, c'est compliqué, mais c'est dans le traité de Lausanne finalement qu'ils abandonnent tous les droits concernant les territoires en question. L'accord américain de 1924 que j'ai mentionné, la Société des Nations, il est important de savoir que cette Société des Nations avait été créée par les grandes puissances, les 5 grandes puissances, d'une telle manière qu'ils contrôlaient la Société des Nations. Qui composait le Conseil? C'était les 5 grandes puissances, plus 4 autres. Donc, les grandes puissances, c'était quelque chose de temporaire quand ils se rencontraient, mais ils ont essayé de créer une structure qui reflèterait ce qu'ils avaient auparavant. La dernière réunion de l'Assemblée de la Société des Nations a souligné que malgré le fait qu'ils allaient disparaître, il fallait continuer à protéger le bien-être et le développement des peuples intéressés, conformément aux obligations contenues dans les divers mandats. Déclaration d'indépendance en 1948, je me dépêche. Je ne peux pas m'attarder sur ça non plus. Le reste, vous devez comprendre, une fois qu'on comprend les fondements, on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard pour annuler les droits qu'on a reçus plus tôt? Résolution, the Partition Resolution, 181 sur la Palestine, partage de la Palestine, c'est une résolution de l'Assemblée générale. Ils ne peuvent pas créer des sources de droits et obligations pour les nations. C'est dans la charte, c'est reconnu par tous les juristes. Si les Arabes avaient accepté le plan de partage, comme les Juifs, ensuite un traité aurait été préparé et le traité serait devenu une source de droits et d'obligations. Mais non seulement ils ont refusé, et ça a été la guerre. Le partage prévu, c'était je saute, c'était un État juif, un État arabe et une zone pour Jérusalem et ses environnements qui comprenaient également Bethléem. Et concernant Jérusalem, il faut comprendre aussi qu'il devait y avoir un référendum après 10 ans et que les chefs juifs se disaient, écoutez, on a une majorité aujourd'hui, dans 10 ans on va avoir une majorité encore plus importante, on pourra à ce moment-là voter pour attacher Jérusalem aux autres. J'arrive à la conclusion. L'article 80 de la Charte des Nations Unies, qui n'est pas là, mais souligne que tous les droits qui ont été donnés à des peuples tous les droits qui ont été donnés aux peuples avant qu'on crée la charte, qu'on constitue les Nations Unies, doivent être respectés. La Cour internationale, dans le
la décision, la Cour internationale de justice, dans sa décision concernant l'Afrique du Sud, la Namibie, a souligné le fait que les droits importants donnés dans les mandats devaient être respectés. Quand la Cour pense à l'Afrique du Sud, du Sud-Ouest, il y a une position, mais quand on parle du peuple juif, on oublie tous les droits qui étaient contenus dans les mandats. Alors, voilà ma conclusion. Si on est à la recherche de la réponse à la question, est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire où les droits ont été donnés à quelqu'un concernant Jérusalem et le reste de la Terre Sainte? La réponse, après avoir perdu des cheveux, et j'ai des cheveux beaucoup plus gris qu'au commencement de ma recherche, c'est oui, il y a un moment. C'est à la conférence de San Remo, et ces décisions extrêmement importantes, qui couvrent tous les territoires en question, sont reflétées dans les traités, dans les mandats dont je vous ai parlé. Rien ne s'est passé depuis pour annuler ça. Il y a un principe en droit international public qui dit qu'on ne peut pas avoir de décision juridique rétroactive. Donc les principes d'autodétermination, de droit des gens de choisir pour eux-mêmes, qui sont développés en droit international graduellement dans les années 50 et 60 et 70, n'existaient pas en tant que principe juridique à l'époque. Et on ne peut pas tout simplement effacer tout ce qui s'est passé avant. Je ne suis pas là ce soir pour vous dire que les Arabes palestiniens n'ont pas souffert. Oui, il y a eu de la misère. Oui, il y a eu des malheurs. Oui, de la souffrance. Mais ça n'efface pas la souffrance, les malheurs et la misère qui ont fait face aux Juifs pendant des siècles et des siècles. Mais surtout, en tant qu'avocat, ça n'efface pas les décisions qui ont déjà été prises. Et aujourd'hui, j'ai honte, en tant qu'être humain, de voir à quel point on a oublié, à quel point on refuse de reconnaître les droits de ce peuple. À quel point on fait tout pour les empêcher de finalement jouir d'un peu de paix. Et encore une fois, je souligne le fait que les Juifs, qu'ils soient israéliens ou non, qui sont à Jérusalem, ne sont pas des hors-la-loi. Ils sont là parce qu'on leur a donné le droit d'y être. Merci. Je vais prendre quelques questions.